Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette séquence du Grand Paris circulaire consacrée aux solutions répondant à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC. Recycler des jouets, des fenêtres, du matériel médical, nous allons voir comment cela est possible et quelles sont les initiatives en cours de développement. Alors je suis pour cela avec Lucille Delgrange, bonjour. Vous êtes chargée du partenariat avec les professionnels de l'enfance à l'association Rejouer. Bonjour et bienvenue. Et vous êtes avec Axel Lamoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur du centre aéré ALP Marolles à Boissy-Saint-Léger. Alors, avant de vous donner la parole, on va découvrir cette association, son fonctionnement, Rejouer. On est à Vitry-sur-Seine, sur le territoire de Grand Orly et Seine-Bièvre. On regarde tout de suite, on en parle tout de suite après. Rejouer, c'est un atelier d'inclusion socio-professionnelle donc qui collecte des jouets, qui les revalorise et qui les revend à prix solidaire. On est acteur de l'économie sociale et solidaire à la fois sur le plan environnemental et aussi sur le plan sociétal. Puisqu'on accompagne des salariés en insertion. Donc finalement, l'activité du réemploi, c'est notre outil d'accompagnement de nos salariés. On revalorise 55 000 jouets par an en moyenne. On s'inscrit dans la loi AGEC puisqu'on propose aux structures d'avoir accès à des jouets qui sont issus du réemploi. C'est vrai qu'il y a 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés chaque année en France. Ça fait l'équivalent de 10 tours Eiffel par an. La collecte, c'est des dons de particuliers majoritairement qui nous apportent leurs jouets directement ici sur l'atelier. On va vraiment regarder l'état général, on va vérifier que ce soit bien du jouet, du jeu, du livre. Et on va bien vérifier aussi qu'il y ait le sigle CE, que toutes les normes soient bonnes, que ce ne soit pas un jeu trop ancien aussi. On prend des choses incomplètes par contre, puisqu'on a un système de pièces détachées qui nous permet de recomposer certains jeux et jouets. La phase de revalorisation, c'est une phase sur laquelle on va vraiment nettoyer, vérifier et recomposer. Donc nettoyer de manière écologique sur tout le parcours. Donc voilà, on utilise des produits naturels, bicarbonate de soude, vinaigre blanc. Et puis ensuite la partie recomposition, réassemblage. Donc sur le jeu de société, on va vérifier le nombre de pièces, on va éventuellement compléter avec les jeux qu'on a déjà. Et puis sur d'autres types de jouets, ce qu'on fait c'est de la composition. On va créer des petits lots autour d'un thème, d'un univers, etc. Rejouer, c'est 50% du prix neuf. On apprécie aussi l'état du jouet. S'il y a des petites marques d'usure, ce genre de choses, ça peut aller jusqu'à moins 70% du prix. On a 2 boutiques pour les particuliers. On en a une dans le 14e à Paris et une à Villejuif. La boutique professionnelle, c'est une sélection qui est vraiment axée premier âge, usage en collectivité, les crèches, les ludothèques, les écoles, les associations aussi. En soi, c'est toute structure qui a besoin de jeux, de jouets, de livres. Aujourd'hui, on est 41. Il y a 41 personnes en insertion qu'on accompagne aujourd'hui. Par an, c'est environ 60 personnes qu'on va accompagner sur une année. Il y a un double suivi pour nos salariés en insertion, à la fois donc sur l'activité elle-même, sur l'atelier avec les encadrants techniques qui sont là pour les accompagner dans leur production, les aider à développer les compétences, en mettre d'autres en lumière. Et à côté de ça, il y a aussi un accompagnement donc, de nos conseillères en insertion sociale et professionnelle
Et donc là, ça va être travailler le projet professionnel, trouver des formations, trouver des stages, passer des entretiens. Et puis aussi à côté de ça, les accompagner sur des démarches plus personnelles. Ça peut arriver qu'il y ait des professionnels qui aient des craintes par rapport à la qualité, à la sécurité des jouets qu'ils vont pouvoir trouver ici. Venir directement sur l'atelier, voilà, voir la qualité des process, etc., ça leur permet vraiment de se mettre en confiance. Le fait d'être sur l'atelier, de voir le travail de nos salariés en insertion, de prendre conscience de cette dimension sociale aussi qu'il y a ici, qu'on voit un peu moins que la dimension environnementale, écologique. Alors, Lucille Delgrange, on vient de vous voir expliquer le fonctionnement de l'association. On voit qu'il y a un double enjeu, parce qu'il y a une dimension écologique et puis il y a une dimension d'insertion sociale. Expliquez-nous ces grands enjeux. Oui, alors en fait, c'est vrai que Rejouer, c'est à la fois des actions écologiques, puisqu'on collecte des jouets et qu'on va leur donner une seconde vie, après tout un parcours de nettoyage, de vérification, de recomposition. Mais à côté de ça, c'est aussi un engagement social, puisqu'on est un chantier d'insertion, plus précisément un atelier d'inclusion sociale et professionnelle. Et donc on accompagne en fait des hommes et des femmes vers l'emploi durable, à travers en fait notre activité de réemploi. C'est notre outil d'accompagnement finalement, ça aide à développer des compétences, en mettre d'autres en lumière. Et à côté de ça, il y a aussi un accompagnement sur la préparation d'un projet professionnel, trouver des stages, passer des entretiens, découvrir des métiers, etc. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là, ces deux dimensions importantes chez Rejouer. Et ça fait des achats éco-responsables pour ça. Il y a des formations pour s'occuper justement des jouets, les réutiliser, savoir comment les nettoyer, les remettre en route. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des process qu'il faut prendre en main. Il y a des tâches très différentes. Ça peut être le tri, donc le fait d'observer le jouet, de regarder qui est bien le sigle CE, de s'assurer que ça soit bien du jouet, etc. Il y a la période de revalorisation où ça va vraiment être le nettoyage, la vérification, les composants électroniques, etc. Et puis il y a aussi la partie mettre un prix, donc pouvoir évaluer la valeur d'un jouet, intervenir aussi en boutique, faire du conseil client, de la vente, etc. Donc il y a plein de postes différents dans l'association et qui permettent de développer plein de compétences. Et alors comment, on va voir tout à l'heure avec Axel, mais comment réagissent les acheteurs potentiels? Donc est-ce qu'il y a une forte demande, il y a un marché sur ça? Alors oui, totalement. C'est sûr que c'est quelque chose qui monte en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées à l'achat de seconde main, au réemploi. Nous, on s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. C'est-à-dire qu'on a des boutiques qui sont pour les particuliers où tout le monde peut venir acheter. Donc c'est vraiment en fonction de sa sensibilité. On peut venir pour différentes raisons. Et on a une boutique qui est vraiment dédiée aux professionnels de l'enfance. Là, l'idée, c'est de leur donner un accès à une sélection plus adaptée à l'usage en collectivité, etc. C'est vrai que c'est parfois un public un peu plus compliqué à convaincre parce qu'évidemment, on s'adresse à l'usage en collectivité. Il faut s'assurer de la qualité, de la sûreté des jouets, des jeux qu'on met dans les mains des enfants. Donc il peut y avoir des réticences. L'idée, c'est de pouvoir y répondre à ces interrogations, montrer qu'on a des process de qualité, qu'on répond vraiment aux normes, qu'il y a un nettoyage très précis, qu'il y a des vérifications, du réassemblage, etc. Donc c'est comme dans le reportage, vous faites visiter les ateliers pour montrer comment c'est fait? Oui, exactement. En fait, la boutique pour les professionnels, elle est directement sur notre atelier. C'est vraiment une petite partie au bout de l'atelier. Donc ça permet de visiter, de voir comment on travaille, de voir aussi les quantités de jouets qu'on peut avoir. Et aussi, du coup, de prendre conscience des deux dimensions, puisque c'est vrai que l'aspect écologique, ça se voit assez facilement. L'aspect social, c'est un peu plus compliqué à mettre en avant. Et le fait de venir, de voir tous nos salariés qui travaillent ici, ça met en avant ça aussi. Alors, Axel Lamoine, donc, en tant qu'animateur de centre aéré, vous avez eu droit à une visite de l'atelier, ça vous a convaincu? Totalement, oui. Effectivement, on ne connaissait pas l'aspect social de l'association, donc du coup, on a découvert ça sur place. Oui, une belle visite, et une visite justement qui donne envie même de montrer aux enfants. Parce que justement les enfants donc, du coup, jouent avec les jouets grâce à Rejouer, et on a envie aussi, en tout cas on y pense, et ça va être des futurs projets justement, que les enfants eux aussi puissent devenir encore plus acteurs de tout ça,
et justement qu'ils puissent eux-mêmes voir tout le processus, parce qu'ils nous posent des questions, nous on leur répond, et je pense que déjà leur montrer, ce sera encore mieux. Donc ils auraient droit aussi à une visite, à une explication, Ouais, c'est ça, dans vrai, le locaux? on organise des visites, on essaie de tisser des liens qui ne soient pas juste de la vente en fait, avec voilà, toutes les structures qui achètent chez nous. On propose d'organiser des collectes, ça permet de sensibiliser au réemploi, ça permet de créer du lien dans la structure. Venir faire des visites découvertes quand il y a des petits projets autour de l'environnement, tout ça. Voilà, on essaie de créer un lien, ça peut être aussi sur le côté de l'insertion. Proposer, voilà, c'est vrai qu'on accueille, on a une particularité chez Rejouer, c'est qu'on accueille beaucoup de femmes en insertion. C'était un petit peu prévu pour, le temps de travail est aménagé, la pause, le jour de congé c'est le mercredi, voilà, pour la garde d'enfants, etc. Et du coup, on a beaucoup de personnes qui s'orientent vers les métiers de la petite enfance, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que tisser des liens aussi entre nos structures partenaires et l'insertion, ça permet de pouvoir proposer des stages, des présentations métiers, ce genre de choses. Et alors Axel, en tant qu'acheteur, vous avez été satisfait des produits? Est-ce que vous aviez des hésitations un peu avant? Alors, hésitation, non, absolument pas. Parce que déjà, notre centre aéré est donc un label AR, donc en fait, est totalement beaucoup de projets en fonction du développement durable, rendre les enfants vraiment acteurs de leur environnement avec du compost, du tri et tout simplement aussi les jouets. Il y a forcément aussi un aspect économique, hein, comme Lucille le disait, c'est 50% du prix, donc du coup forcément nous ça nous a aussi intéressé, il ne faut pas le négliger, et se dire que 50% du prix, ça nous donne accès à 2 fois plus de jouets, de loisirs pour les enfants. Donc ça nous a attiré dans un premier temps, puis après voir l'immensité de l'atelier, tout le travail qui est effectué, voir la précision et surtout la qualité au rendu final, c'est quasi neuf. Hein. Vraiment, moi qui en plus l'utilise au quotidien avec les enfants et les enfants qui l'utilisent au quotidien, les jouets qu'on a, donc ça fait 3 ans qu'on vient chez Rejouer, et les jouets qu'on a achetés il y a 3 ans, ils sont encore fonctionnels et on s'amuse encore avec. Donc à la base, il n'y avait pas d'hésitation parce que ça nous intéressait d'un point de vue, ça rentrait dans nos projets. En y allant, on y était encore plus surpris et avec le recul, on a même envie justement de faire encore plus, de proposer aux enfants de voir, d'être encore plus acteurs comme je le disais, et aussi de pouvoir aussi se rendre compte qu'un jouet, c'est pas parce qu'il est juste cassé qu'on va tout de suite le mettre à la poubelle. On peut le recycler, on peut le donner à des personnes compétentes qui savent y faire et voir et se dire « Ah, j'ai aussi participé au futur jouet de quelqu'un d'autre ». Et l'enfant s'inscrit totalement dans cette démarche-là et c'est important aussi pour nous de leur apprendre ça. Et vous avez l'impression qu'ils sont vraiment sensibles à ça, qu'ils ont compris l'intérêt de ce fonctionnement-là, de cette démarche? Si on leur dit pas, qu'on leur présente le jouet... Ils regardent le jouet, c'est tout. Ils regardent le jouet, c'est pour vous dire à quel point le jouet a l'air vraiment neuf. C'est à nous, notre rôle aussi, de leur expliquer d'où ça vient. Et comment on est arrivé là. Donc on a fait des photos, donc on leur montre des photos, on leur explique, et puis maintenant ils ont l'habitude de voir les étiquettes rejouées sur les jeux. Donc ils ont aussi pris l'habitude, après c'est une question d'habitude, ça fait 3 ans qu'on a des jouets, honnêtement la moitié du centre est quasiment équipé en rejoués, pour vous dire maintenant, parce que ce n'est pas juste des jeux de société, hein, ça va être aussi des jeux d'imitation, énormément de jeux, et donc du coup les enfants, en leur montrant, ils savent que on va rejouer, il y a des nouveaux jouets qui vont arriver, d'où l'importance de pouvoir les emmener au moins une fois. Et alors moi je me posais une question, parce que vous avez parlé de qualité de ces produits, est-ce que tous les jouets sont recyclables? Comment on fait? Je ne sais pas, il manque une pièce d'un puzzle, comment on fait? Alors, nous, c'est vrai qu'on prend beaucoup de choses qui sont incomplètes. On a un système de pièces détachées en fait, qui nous permet de recompléter. Donc, sur le jeu de société, on a des étagères pleines de jeux déjà. Et quand on reçoit un nouveau jeu, s'il manque des pièces, on va les piocher dans les pièces détachées pour les faire repartir. Sur le puzzle, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sur le jeu de société, on le fait déjà. Sur tout ce qui est recomposition d'univers, donc on va recevoir, il y a un enfant qui va nous donner sa ferme, il y a un autre qui va nous donner le tracteur et une petite fille qui va nous donner les animaux. Ça nous permet de recomposer un lot avec la structure, les animaux, le tracteur et de faire comme ça des recompositions d'univers. Donc ça, c'est vrai que plus on en a et plus ça nous permet d'en faire. On fait ça sur l'univers, mais sur le jeu de construction, voilà. Et sur le volet inclusion sociale, vous avez parlé par exemple des femmes qui travaillaient pas mal chez vous parce que les horaires conviennent et les conditions de travail sont bien adaptées. Quels sont leurs parcours après? Est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent partir après, ou ils peuvent partir travailler ailleurs dans ce même type de fabrique? Oui, alors de toute façon l'idée c'est que c'est vraiment un tremplin de passer chez Rejouer. C'est un contrat entre 6 mois et 2 ans.
Après, c'est leur propre projet professionnel. Ça peut être travailler dans une crèche, travailler dans une école, etc. Après, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de structures professionnelles qui emploient des salariés dans le réemploi du jouet. Mais ça se développe au fur et à mesure. En tout cas, elles acquièrent, les personnes qui travaillent chez nous, des compétences énormes dans le domaine du réemploi et de la revalorisation. Et vous, en tant que partenaire justement des professionnels de l'enfance, vous avez l'impression que ça commence à monter en puissance, cette volonté d'avoir recours à vos services ? Oui, totalement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie, pour différentes raisons. Ça peut être pour l'aspect écologique, pour l'aspect social, pour l'aspect local, pour l'aspect petit prix, pour l'aspect aussi associatif, de se dire c'est plus petit qu'un grand magasin. Oui, il y a de plus en plus de personnes qui répondent à ça, de plus en plus aussi de collectivités, de structures publiques qui s'interrogent. Ça fait partie aussi de ce pourquoi on est là, la loi AGEC, etc. Ça prend forme, ça prend de l'importance. Donc nous on veut y répondre le plus possible. On est disponible pour répondre aux interrogations, pour expliquer comment est-ce qu'on peut répondre, notamment je pense au marché public. C'est vrai que ça paraît compliqué de répondre à un marché public en tant qu'association, on n'a pas de catalogue, etc. Mais on le fait déjà, on a un système qui permet d'y répondre, de proposer, de garantir en tout cas un accès à certains jeux, à certains jouets. Donc on le fait déjà et on veut le faire encore plus. Alors Axel, en tant que prescripteur, vous donneriez quoi comme argument clé pour pousser les uns et les autres à avoir recours à ces jouets de chez Rejouer ? Déjà, vous avez vu une petite partie, ça donne envie de voir vraiment l'envers du décor, toutes les étapes en tout cas pour ces jouets-là, et leur donner une seconde vie. Et puis surtout, honnêtement, on est extrêmement satisfait. Donc moi, s'il fallait noter, je noterais 20 sur 20 de toute façon. et de toute façon, on est limité dans notre travail à venir que de temps en temps, 1 ou 2 fois par an pour venir, mais si on pouvait venir plus régulièrement, on viendrait plus régulièrement. Et en tout cas, c'est vraiment super de savoir que d'autres collectivités aussi profitent de ça, parce que vraiment, au-delà de l'aspect, l'enfant a le pouvoir de découvrir plein de nouveaux jeux. Il y a aussi ça, qui est tout simplement le fait de se dire que les jouets, ils vivent, ils revivent. Il y a tout un développement durable, on s'inscrit dans cette boucle, dans cette chaîne-là. Et donc, du coup, les enfants eux-mêmes deviennent acteurs et dès leur plus jeune âge, deviennent acteurs de ça, voient comment ça fonctionne et ça leur donne envie. Honnêtement, nous, on le ressent sur les enfants. Ça leur donne envie de s'inscrire vraiment dans cette démarche environnementale et au quotidien sur chaque chose. Donc, par le jouet, par le loisir, accéder à ça fonctionne et ça marche très bien pour les enfants. Donc moi, c'est ce que je conseille, c'est pour les particuliers et pour les professionnels aussi qui travaillent avec les enfants, on capte leur attention. Donc un projet à multifacettes et pour donner plusieurs vies à ces jouets avec du sens et de l'inclusion sociale. Merci beaucoup Lucille et Axel pour cette présentation très riche de ce projet, de cette association qui marche bien. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. On va passer à un autre témoignage, à une autre expérience, un retour d'expérience différent. Là, on passe dans le mobilier urbain. J'accueille pour cela Philippe Tissot, qui est cofondateur de Commute Studio. Je vous propose de vous installer par ici. Et j'accueille également Olivia Martin, vous êtes chargée d'études au sein de Grand Paris Aménagement. Installez-vous, vous n'êtes pas venus les mains vides, donc on attaque direct. On va voir exactement. Donc vous travaillez donc sur un projet de mobilier urbain à partir de déchets. Et j'en dis pas plus parce que j'ai envie que ce soit vous qui nous racontiez puis qui nous présentiez cet objet exactement, comment ça marche. Comment ça marche, d'accord. Écoutez, cet objet, c'est une résille donc, qui peut servir sur le milieu urbain pour abriter des conteneurs de poubelles ou qui peut servir aussi monter sur des mâts, à créer une ombrière pour faire bien sûr de l'ombre. Alors, en ce moment, on parle beaucoup des effets du réchauffement climatique, mais il faut d'une part lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi se préparer au fait que ça va arriver. Donc, donc ces pétales, par exemple, ils sont fabriqués à base de plastique recyclé qu'on récupère dans les déchets ménagers ou industriels et qu'ensuite on transforme pour en faire à nouveau du mobilier qui va servir pour les habitants qui auront bien trié leurs déchets.
Et c'est n'importe quel déchet, enfin c'est déchets plastiques principalement? Oui, c'est ça, des déchets plastiques, ça peut être des pots de yaourt, ça peut être des bouteilles de... Là-dedans. Là-dedans, par exemple, il y a des bouteilles, c'est des bouteilles en plastique. D'accord. Voilà, c'est ça, exactement. Donc yaourt, bouteilles, Bouteilles, emballages, etc. Et puis, bien sûr, il y a d'autres plastiques qui existent dans d'autres cas de déconstruction d'immeubles, on en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord. Alors comment on arrive à monter un projet comme ça, avec cette idée de récupérer des déchets et d'en faire du mobilier? Comment concrètement on arrive à ce type de produit? Au début, il y a un facteur humain, comme d'habitude dans les grands projets. Hein. C'est-à-dire, il faut vouloir s'engager, il faut vouloir se dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est à ma portée. Et donc nous, à notre portée, on s'est dit, comment on peut transformer ces plastiques, parce qu'il y a déjà des filières, mais il y a des filières qui ne savent pas transformer tous les plastiques. Donc on a créé en fait une imprimante 3D géante qui permet d'absorber des plastiques de différentes qualités et ensuite de pouvoir les imprimer. Donc par couches successives, on vient déposer ces plastiques recyclés et ça crée des objets. Et vous insistez sur la qualité justement du design. Ces impressions 3D vous permettent d'avoir une qualité design assez belle, quoi. Voilà, parce qu'en fait, trop souvent, en plus dans l'esprit des gens jusqu'à aujourd'hui, quand on associe objets faits à partir de matières recyclées, on a un peu des idées préconçues sur des designs qui ne sont pas forcément très beaux. Donc nous, on a voulu mettre d'un côté, bien sûr, les économies de CO2 qu'on peut faire, mais de l'autre, en même temps, le design, qui est très important pour l'acceptation des habitants d'un quartier, pour qu'ils acceptent le fait qu'ils aient un mobilier qui soit peut-être encore plus beau d'ailleurs, et encore plus désirable que le mobilier qui vient de matières premières vierges. Et ça marche? Les gens sont contents? Oui, les acheteurs? Exactement, ouais, ils voient, d'une part, en fait, ils voient bien que leur geste de tri chaque matin ou chaque semaine a un impact, puisque ça leur permet d'avoir après un mobilier super désirable en bas de chez eux, quoi. Ils ont le produit fini tout de suite. Exactement. Ouais. Et alors vous avez décidé, avec Grand Paris Aménagement, de vous attaquer non pas aux déchets plastiques comme ça, mais des déchets plastiques sur les chantiers. Ouais. Expliquez-nous. Les chantiers, ça génère 30% des déchets par an, que ce soit en France ou dans le monde, à peu près, hein, c'est 30%. Donc c'est énorme. Alors, il y a tout type de déchets, mais dans les chantiers, il y a souvent du plastique qui est fait dans les encadrements de fenêtres. Quand des grands bâtiments ont été rénovés dans les années 90-2000, on a refait tous les châssis vitrés, on a mis du PVC, oui. Vous savez, ces petits encadrements blancs là. Et quand on détruit ces constructions, la question se posait, qu'est-ce qu'on fait de ce PVC? Donc jusqu'à présent, ça allait plutôt dans une filière qu'on dit revalorisation, mais qui termine en fait souvent en incinération ou enfouissement. Donc là, avec Grand Paris Aménagement, on a voulu justement le réintégrer dans du mobilier urbain qui va servir pour des constructions nouvelles. Alors, Olivia Martin, c'est un défi assez important de se lancer là-dedans. Qu'est-ce qui vous a décidé, Grand Paris Aménagement, de se lancer là-dedans, dans un tel projet? Alors d'abord, c'était l'objectif premier, c'était de limiter la production de déchets liés à nos opérations. Le PVC, c'est un matériau qui est très présent dans les opérations portées, pilotées par Grand Paris Aménagement. Donc ça, c'était l'objectif premier, se rapprocher, aider la filière à structurer également. Et puis, quand on a commencé à discuter, échanger avec Philippe Tissot, on a décidé de candidater en fait à un challenge innovation, qui est un challenge interne à Grand Paris Aménagement. Et on a pu, grâce à ça, bénéficier d'une petite enveloppe budgétaire pour tester, expérimenter. Donc un projet de recyclage adapté à des opérations de l'établissement. Donc ça, c'était les premiers objectifs. Et puis il va y avoir testé toute la chaîne de valeur de ce procédé-là, de la dépose sélective des châssis de PVC qu'on va trouver sur une opération portée par l'établissement jusqu'à son impression 3D et à sa mise en place sur l'espace public. Donc ça veut dire qu'il faut de la volonté un petit peu politique, d'acteurs comme vous, qui donnez un petit peu l'impulsion, un budget pour expérimenter, c'est ça? Il faut un ensemble en fait d'éléments qui favorisent la démarche? Alors quand on peut le faire sans budget, sans concours interne, on le fait bien sûr, on essaye bien sûr d'innover dans l'ensemble des opérations qu'on porte. Simplement, l'objectif de ce challenge-là en particulier, c'était de bénéficier donc d'un appui financier, ça c'est certain, mais de pouvoir expérimenter, tester, avoir le droit
droit de se tromper, de rater. Aujourd'hui, l'expérimentation, elle est en cours, hein. Tout se passe bien pour l'instant. Mais l'objectif, ça va être aussi d'évaluer ce projet, toute cette démarche-là, et de pouvoir peut-être la généraliser, la reproduire sur l'ensemble de la centaine d'opérations que porte l'établissement. Donc voilà, c'est pas rien, et c'est pour ça qu'on a pu bénéficier de cette aide-là. Et c'est quoi les autres facteurs clés de réussite? Quand on se lance là-dedans, qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, que ça continue? Là, vous parlez d'expérimentation, puis après de généralisation. Qu'est-ce qui fait que ça change et que ça fonctionne bien? Ça va être de maîtriser toute une série d'enjeux différents. Pour Grand Paris Aménagement, les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes que pour Commute, même si que pour le projet fonctionne, bien sûr. Hein, il faut que tout se passe bien pour tous les acteurs de la démarche. Mais en tout cas, pour Grand Paris Aménagement, ça va être de structurer un mode opératoire. Ça va être de la dépose sélective de ces châssis, le tri du verre, ça va être le transport, le stockage de ces matériaux, jusqu'à leur transformation par Commute et puis leur atterrissage dans l'espace public. Ça va être aussi la maîtrise d'enjeux techniques et réglementaires qui sont vraiment importants. Il y a des moyens humains, matériels qu'il faut considérer dans ce type de projet, et donc il faut les connaître. Il y a des enjeux techniques et réglementaires liés pour l'atterrissage du mobilier d'abord, pour des normes techniques d'assurance, de garantie, une sécurité juridique à obtenir. Il va y avoir aussi tout ce qui est lié au statut de ces objets, de ce mobilier urbain. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre à disposition sous forme de don? Est-ce qu'on peut déterminer un coût pour sa revente? Et puis après, il y a aussi tout un lien à avoir avec les collectivités, parce que l'objectif, c'est de produire du mobilier pour le faire atterrir dans l'espace public, qui vive et qui serve aux gens. Et pour ça, il faut pouvoir non pas convaincre les collectivités, mais les rassurer, les sécuriser, leur expliquer l'ensemble de cette démarche. C'est pour ça que là, l'objectif, en tout cas, de ce projet-là qu'on a avec Commute et puis d'autres acteurs, parce qu'il y a aussi Monsieur et Madame Recyclage qui nous accompagnent, un cabinet d'avocats, beaucoup de ressources en interne. L'objectif, ça va être de leur présenter la démarche, de leur expliquer et puis de leur montrer que nous, on en a fait un bilan. On a réussi à comprendre les contraintes induites par ce type de projet, s'il y en a, les coûts, les avantages, et puis également le coût environnemental du projet qui sera évalué et pour lequel on est aidé aujourd'hui. L'impact. Et où est-ce qu'on en est? Alors justement, vous parlez d'expérimentation, de généralisation. Si dans le temps, on se projette un petit peu, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça, c'est bien déjà. Et je voulais ajouter un autre point qui va être testé lors du projet de l'expérimentation. Voilà. C'est la phase aussi d'acceptation par les habitants de l'opération sur laquelle on va déposer le mobilier urbain. Et comme le disait Olivia, ce n'est pas une question de leur imposer, leur dire ça va être comme ça, mais c'est les faire participer. Et peut-être on va leur proposer différents designs de bancs, de tables, d'ombrières, etc. Et eux pourront cocher, alors soit ça peut être digital ou papier, cocher en disant moi j'ai l'habitude de m'asseoir ici, j'aimerais bien avoir un peu d'ombre parce que l'été il n'y a pas d'ombre, etc. Donc je voudrais l'ombrière là. Et donc ça va les engager aussi dans le processus d'acceptation. Et puis du coup, de mieux comprendre d'où vient le plastique, ça va aussi les aider, on pense, à les engager les convaincre pour le recyclage du futur aussi. Et tout à l'heure, vous disiez justement de convaincre aussi les collectivités qui vont être preneuses de ce mobilier urbain. Comment elles se situent à l'heure actuelle? Elles sont encore curieuses? Elles sont convaincues? Ou il y a encore un travail de pédagogie? Alors, parmi nos objectifs, effectivement, il y a de convaincre. Et pour ça, il faut pouvoir faire des retours d'expérience, expliquer le projet, comment le procédé. Et pour ça, on a besoin d'innover, d'essayer d'abord et d'avoir des exemples. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec deux territoires particuliers. D'abord celui de Chevilly-la-Rue, puisqu'on a récupéré les PVC sur une opération d'aménagement en cours à Chevilly-la-Rue. Là, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que c'est un marché qui était déjà en cours avec une entreprise d'émolution qui était déjà présente, un marché déjà notifié, et qu'ils ont accepté d'avoir une mission supplémentaire à leur cahier des charges, en fait, en cours de chantier, pour déposer ces châssis PVC, les trier. Donc ça prouve aussi que pas forcément, l'enjeu n'est pas que les collectivités, mais aussi les entreprises avec lesquelles on va travailler. Et puis pour l'atterrissage du mobilier, c'est la ville d'Ivry-sur-Seine qui a accepté d'avoir le mobilier qui sera intégré d'abord provisoirement sur les espaces du chantier
d'une ZAC, qui est la ZAC Gagarine à Ivry-sur-Seine, et puis peut-être de le pérenniser, ça on verra. C'est des discussions qui sont organisées, qui sont en cours d'organisation et qui vont bientôt débuter. Oui. Alors côté entreprise comme côté collectivité, j'imagine que ça change beaucoup les modes de fonctionnement, vous l'avez dit. Hein. Comment on les aide à entreprendre autrement, justement, à utiliser leurs produits, leurs matériaux, leurs déchets? J'imagine qu'il y a des choses à faire, enfin, ça change le mode de fonctionnement. Ouais. Comme le disait Olivia, déjà, c'est de faire le tri. C'est-à-dire, ce qu'on fait dans notre poubelle jaune, eux, ils le font dans leur benne de 15 tonnes. Mais c'est bien séparé pour le châssis vitré. Il faut mettre le verre d'un côté, les joints qui sont d'un autre type de plastique de l'autre, et les châssis vitrés de l'autre. Donc ça, cette démarche, là, on leur a appris à la faire. Bon, c'était pas compliqué, hein, mais il faut des moyens, en fait, parce que du coup, au lieu d'avoir une benne dans laquelle on jette les fenêtres du haut du 6e étage, ce qui est interdit, on a 3 bennes. Voilà, donc et puis après, on a du coup ce process, ils peuvent l'appliquer à d'autres ensembles quand ils déconstruisent des murs, des cloisons, etc. Mais tout ça, la problématique initiale, elle est toujours de trier à la source les différents matériaux par matière. Ça, c'est vraiment la base. Et du coup, pour revenir un peu à votre question précédente… Alors oui, où on en est, quand est-ce qu'on aura la généralisation? Voilà. Alors du coup, on a des bons résultats. Donc là, on a récupéré les premiers châssis à Chevilly-la-Rue. On les a nettoyés, on les a lavés, on les a broyés et on les a passés dans notre machine qui est une machine de test. Donc, je n'ai pas pu vous amener des échantillons de mobilier faits avec ce PVC. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Et on a pu sortir un plastique qui aurait été prêt à imprimer. Donc ça, c'était la première phase qu'on voulait tester parce que sinon, il y avait une autre solution, c'était d'aller les faire régénérer ce PVC. Mais ça fait une transformation supplémentaire, ça fait du CO2 en plus, du transport, etc. Donc là, on est vraiment très content parce que les premiers 10 kilos, ils sont passés dans la machine vraiment superbes. Donc et en couleur aussi Alors là, pour l'instant, c'est du blanc parce que malheureusement, ils n'avaient pas de châssis rouge. Oui. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, voilà. Mais effectivement, après, la couleur, elle va venir. Il y en a des couleurs un peu briques. Donc après, en prenant un peu de briques, un peu de blanc, on peut faire des couleurs un peu terre, un peu plus claires, etc. Donc on va jouer aussi sur la couleur de la matière première recyclée pour sortir la couleur du mobilier futur. Et donc vous êtes impatient de passer le phase de l'expérimentation pour rentrer un peu dans le dur et de pouvoir montrer et puis donner… C'est clair, là on a la benne d'1 tonne qui va arriver. Donc on va avoir notre première tonne qui va arriver d'ici une semaine à peu près. Et on est comme des fous, on va la broyer. Dans notre côté, dans le cadre de l'expérimentation, on a construit une nouvelle machine qui nous permet de faire chauffer ce PVC. Elle arrive aussi fin novembre, donc on espère que mi-décembre, on va pouvoir imprimer… ce ne sera peut-être pas un énorme banc, mais au moins une belle assise pour Noël. Et vous avez dit qu'il y avait des freins quelquefois réglementaires et tout ça, mais finalement, au fur et à mesure de l'avancée du projet, vous arrivez à les lever. Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas forcément des freins, ça reste des enjeux aujourd'hui qu'en tant que maître d'ouvrage, établissement public d'aménagement, on ne maîtrise pas forcément parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir recours à ce type de matériaux, ce type de mobilier urbain. Mais la question, c'est de se dire comment on fait, on essaye une fois, si ça se passe bien, en fait, il faut juste avoir les clés, les garanties. Et ça, c'est tout l'objet de ce projet qu'on a en commun aujourd'hui, c'est de pouvoir les réunir et de pouvoir montrer que ça fonctionne bien. Voilà. Et puis, à la question aussi sur qu'est-ce qui fait que ça marche, comment on généralise, il y a aussi la question des lois. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines lois nationales qui passent et qui incitent, qui obligent à du tri sur place ou pas sur place. Là, dans le cadre de Chevilly-la-Rue, il y avait un marché de maîtrise d'œuvre des constructions. Le tri des matériaux devait se faire ailleurs que sur le site même. On a demandé à ce que soit fait au moins pour ce matériau-là, le tri sur place. Ça a fonctionné, ça s'est très bien passé. Donc voilà, à part ce cadre réglementaire un peu strict, il y a aussi des choses qui peuvent très bien se passer avec des entreprises motivées et puis super compétentes. Bon, on espère bientôt de voir le mobilier, le voir un peu partout à Ivry alors. À Ivry, et puis normalement. ailleurs, si ça marche bien, comme ça a l'air de se passer actuellement. Merci beaucoup Philippe, merci Olivia pour toutes ces informations sur ce projet passionnant qu'on suivra. Merci beaucoup. On va passer à notre séquence de pitch. Donc, nous allons avoir 4 intervenants d'une initiative, association ou d'un projet qui vont nous présenter ça dans le cadre évidemment de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire.
et toujours avec cette thématique de la lutte contre le gaspillage. Ils vont nous présenter ça toujours en 5 minutes chrono. Alors je vous rappelle que ces témoignages que nous allons suivre, ils s'inscrivent dans la semaine des achats socialement et écologiquement responsables qui a lieu en ce moment dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. On commence notre premier témoignage avec Clément Houllier. Clément, je vous invite à venir. Vous êtes à la tête d'Aoum, qui est situé à Bourg-la-Reine, sur le territoire Vallée Sud Grand Paris. Bienvenue, Clément Houllier. Merci, bonjour. Alors, c'est une solution de nettoyage un peu particulière que vous allez nous présenter. J'en dis pas plus parce que j'ai envie de vous laisser la primeur de le dire. Vous avez 5 minutes pour nous présenter ça. Ouais, donc Aoum, c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Et notre vision, c'est de rendre la réutilisation universelle. Et pour ça, il y a un gros problème qu'on rencontre souvent, c'est le nettoyage. Et donc, on a eu cette envie de créer un champion du nettoyage. Quand je dis champion du nettoyage, c'est comment combattre l'usage unique, les contenants jetables. Et pour ça, il faut rendre le nettoyage ludique, simple, pratique et directement accessible en fait, sur lieu de consommation. Et donc, on a créé la boîte maintenant il y a 3 ans avec cette vision-là industrielle aussi de créer une boîte hardware en France. Et on s'est attaqué au marché des gobelets jetables, notamment celui des entreprises, où aujourd'hui on en consomme plus de 5 milliards encore en France. Et où, quand on souhaite aller sur des solutions réutilisables comme les mugs ou autres, on est vite confronté au nettoyage souvent problématique, soit dans les toilettes, où on utilise beaucoup d'eau, des consommables, des produits chimiques ou autres, soit des lave-vaisselle, où dans les grands groupes, dans les grandes tours, la gestion est toujours assez complexe. Et donc, on a développé notre Home S qui permet de nettoyer, désinfecter et sécher un verre en 10 secondes pour le rendre réutilisable extrêmement rapidement et finalement avoir un usage extrêmement simple, presque comme celui de jeter un gobelet à la poubelle. Et donc, l'usage est justement, on l'a pensé le plus simple possible, où on pose son verre à l'intérieur d'une machine. Donc, on a un dôme qui se ferme, de la vapeur sèche qui est envoyée à plus de 140 degrés pour désinfecter aussi, ce qui était un point extrêmement important, notamment avec forcément les contraintes sanitaires qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, voilà, on s'est développé depuis 3 ans et on a installé les premières machines en septembre. Et donc là, on déploie maintenant chez tous nos clients sur cette fin d'année et sur les prochaines. Et alors, vos machines, elles sont fabriquées comment ? Donc, nos machines aujourd'hui sont fabriquées chez nous, à Bourg-la-Reine, en région parisienne. Et je pense que c'est dans la vision globale aussi d'une boîte hardware qu'on a voulu développer, c'est avoir un modèle 100% vertical intégré de la R&D. Donc, on dépose nos brevets, on a développé toute la machine et on a conçu la machine chez nous. Derrière, on fait la production et l'assemblage de notre machine et derrière, on vient la livrer chez les clients, opérer la maintenance. Et c'est ce qui nous permet derrière d'avoir le service le plus qualitatif possible. Et c'est ce que demandent aujourd'hui nos clients, de pouvoir faire de la maintenance pour avoir une machine qui dure longtemps dans le temps. Et c'est aussi comme ça, à mon avis, qu'on sera le plus circulaire possible en réduisant l'impact de nos machines. Un modèle 100% intégré. Est-ce que vous avez d'autres perspectives de développement ou d'autres opportunités de développement ? C'est vrai que quand on parle de réutilisation et nettoyage, il y a le sujet des gobelets, mais c'est un sujet qui devient de plus en plus important. On a la partie des bouteilles, des gourdes, des lunchbox, le sujet de la consigne, du vrac. Et comme je l'ai dit, dans le modèle qu'on a créé, on a souhaité avoir de la R&D et on développe de plus en plus des technologies de nettoyage qui vont pouvoir s'adapter à d'autres types d'encrassement, notamment sur toute la partie alimentaire, sur lequel je pense qu'il y a aussi énormément de choses à faire demain. Donc vous avez encore du travail. Exactement. Merci beaucoup Clément. Merci à vous. Merci pour cette présentation très claire de cette machine du futur, 10 secondes pour nettoyer un verre. Merci beaucoup. Merci. On va passer à un témoignage, on passe à une autre thématique. On continue avec Esther Matou, cette fois-ci, qui va nous rejoindre. Bonjour Esther. Je vous propose de vous installer par ici. Vous êtes Vous êtes chef de projet Île-de-France chez Envie et Autonomie. Alors, le concept, il est assez simple, mais il fallait encore y penser et puis le mettre en œuvre. C'est d'utiliser ce qui se passe chez Envie. Envie qui reconditionne et remet en bon état d'usage de l'équipement électrique, électronique, comme de l'électroménager. Et là, vous avez décidé de faire un petit peu le même fonctionnement, mais sur du matériel médical. Je vous laisse nous expliquer. Vous avez 5 minutes pour ça.
Alors effectivement, depuis 2015, Envie a décidé de développer une nouvelle filière d'économie circulaire adaptée au matériel médical. Quand on parle de matériel médical, on pense fauteuil roulant, lit médicalisé, déambulateur, aide à l'hygiène. Et donc depuis 2015, Envie Autonomie a développé une filière d'économie circulaire adaptée au matériel médical. Et alors, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Alors en fait, Envie Autonomie collecte du matériel médical auprès d'établissements, de particuliers, principalement des aides médicales qui ne sont plus en bon état d'usage ou des aides médicales qui ne sont plus utilisées parce qu'elles n'ont plus vocation à être utilisées. Ensuite, une fois qu'on les collecte, on les récupère, on les trie. Ce qu'on peut récupérer et trier, on le repasse en atelier. Et on les reconditionne en atelier pour ensuite les distribuer soit en location, soit à la vente à des particuliers ou à des professionnels de type EHPAD, centre hospitalier. Voilà. Mais ce matériel médical, il est reconditionné. Est-ce c'est possible d'être remboursé? Il peut être remboursé par la Sécurité sociale? Alors aujourd'hui, non. Les aides techniques ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, mais il y a le projet de loi de financement de la Sécurité sociale de 2020 prévoit de faire entrer dans le droit commun le remboursement de certaines aides techniques. Les fauteuils roulants en font partie. On est encore en attente des décrets, mais aussi de la publication d'une norme qui permettra à Envie Autonomie de faire exister la possibilité de faire entrer en droit commun ce matériel reconditionné. Donc c'est la création d'une véritable filière avec un double impact, hein, puisqu'il y a d'un côté l'écologie évidemment, et puis de l'autre côté le social. En fait, il y a trois impacts. Il y a l'impact environnemental, bien sûr, parce qu'on évite de créer des déchets en revalorisant ces aides techniques qui étaient destinées à être jetées. Mais il y a aussi un impact emploi, puisqu'on vient créer de l'emploi sur les territoires, parce qu'on est entreprise d'insertion. Et donc on vient créer de l'emploi et accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi vers l'emploi pérenne. On crée évidemment de l'activité économique. On permet aussi à des personnes qui ont des difficultés à s'équiper pour des raisons économiques de s'équiper. Donc on lutte aussi de cette manière-là contre la dégradation en fait, de la perte d'autonomie liée soit à une perte d'autonomie liée à un handicap ou à une perte d'autonomie liée à l'âge. Et il y a aussi un impact évidemment social de ce point de vue-là. Alors vous avez développé la filière en Île-de-France, mais à terme vous voulez vous étendre et couvrir tout le territoire? Alors en fait non, pas encore. Pour l'instant on a 14 structures partout dans le territoire. Sur l'Île-de-France c'est en cours de développement. Donc on prévoit un démarrage au second trimestre 2022. Avec une unité de production qui reprendra l'ensemble de la chaîne de valeur d'Envie Autonomie, l'activité, avec donc la collecte, le tri, le démantèlement, le reconditionnement, mais aussi la distribution, dans le 93, qui sera lié aussi à un espace de vente à Paris. Voilà. Donc c'est un projet qui va permettre de créer plus de 15 emplois, mais aussi de collecter plus de 35 000 aides techniques d'ici 2026. Donc un gros projet avec un impact environnemental assez fort. Donc voilà. Les perspectives de développement sont assez larges. En tout cas en Île-de-France, oui, et puis demain ailleurs en France aussi. Merci beaucoup, merci Esther, vous avez fait même un peu moins que 5 minutes. Merci pour cette présentation très précise d'Envie Autonomie. On va passer à un témoignage différent avec Eric d'Orléac. Il est directeur de Pimp Your Waste. Bonjour Eric, enchanté. Installez-vous par ici cette fois-ci pour changer. Vous allez nous parler de votre projet qui est situé à Antony. Recyclage du bois, j'en dis pas plus. Vous allez nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Pimp Your Waste, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Agréé ESUS. On est basé à Antony et on est spécialisé dans la valorisation de déchets bois issus du secteur de la déconstruction ou du secteur de l'événementiel. Donc on travaille principalement donc à faire de l'agencement et de l'ameublement réalisé à partir d'un maximum de matériaux qui sont considérés comme déchets. Ça c'est l'une des choses les plus importantes chez nous, chez Pimp Your Waste, c'était de faire un projet écologique. C'est quelque chose sur lequel on s'est engagé dans nos statuts quand on a créé l'entreprise, parce qu'on on voulait faire un projet écologique, mais aussi un projet social. Aujourd'hui, on accompagne un public de réfugiés
qu'on forme dans nos ateliers vers les métiers de menuisier, parce qu'on pense que la transition écologique, c'est l'opportunité de faire un projet qui soit plus inclusif, un projet sociétal qui soit un projet social. Donc on a cet atelier de production à Antony de 300 mètres carrés, dans lequel on sent de plus en plus serré, on est de plus en plus petit dans cet atelier. Et en 2022, on recherche de nouveaux ateliers pour produire, avoir une production qui soit un peu plus importante. Aujourd'hui, donc, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur les projets qu'on peut produire, on fait 270 bureaux pour Paris Senco à la Défense. La particularité de ce projet-là, c'est que tous les plateaux des bureaux sont réalisés à partir d'un gisement qui est un peu inédit. À chaque fois, c'est des gisements inédits, mais là, c'est un gisement qui vient c'est des plateaux de bureaux qui viennent de la Commission européenne. Donc, on vient retravailler ces plateaux pour en refaire des nouveaux bureaux et leur donner une nouvelle vie. On travaille aussi pour un projet sur Paris pour la RIVP, donc la régie immobilière de la ville de Paris. On va faire toutes les cuisines et les rangements placards d'un immeuble haussmannien. Donc ça, c'est pour la partie un peu production du moment qu'on va livrer là cette fin d'année et tout début d'année 2022. Mais le projet Pimp Your Way, ce n'est pas qu'un projet de production, c'est aussi un projet de R&D. À la base, c'était notre projet de fin d'études. Donc, en fait, pour faire un petit flashback, tous les quatre, on est 4 amis de l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Pimp Your Way, de base, c'était notre projet de diplôme. Et donc, on a poursuivi l'aventure. Et ce projet de diplôme, c'était un projet de recherche où on se posait la question, en tant que futur architecte à l'époque, comment on allait se positionner dans le secteur du bâtiment, qui est le plus grand générateur, le secteur le plus générateur de déchets. C'est 250 millions de tonnes de déchets par an en France. Donc c'est énorme, c'est 75% de la production de déchets. Et donc, comment se positionner par rapport à ça ? Et donc, la pratique, on a identifié aujourd'hui des enjeux sur lesquels on pouvait travailler, notamment sur l'aspect numérique. Donc, on a travaillé à développer des algorithmes et des outils numériques qui nous permettent d'améliorer la facilité à utiliser des matériaux de réemploi. Et donc cette année 2022, c'est une année vraiment charnière parce que on va agrandir nos ateliers, enfin on l'espère, et on va aussi travailler à ce projet de R&D qu'on avait mis un peu de côté parce qu'il y avait des réalités économiques d'une entreprise. Donc on avait vraiment fait de la production et là maintenant on retourne vers un travail plus de recherche et de développement. Donc Pimp Your Way, c'est ça, c'est de la production, mais on a d'autres compétences en tant qu'architecte. On fait aussi de l'AMO réemploi, donc on sait accompagner les maîtres d'ouvrage à guider leurs envies de réemploi, à les aider à trouver des solutions techniques, parce que ces 3 années de fabrication en atelier, on a réussi à mieux comprendre la matière qu'on récupérait, à identifier les différents procédés de valorisation, parce qu'il y en a plusieurs selon les matériaux. Le matériau bois, ça paraît assez simple, mais en fait, il y a plein de variétés. Quand on parle du massif, du stratifié, de l'aggloméré ou du contreplaqué, il y a plein de choses à faire. Et donc, c'est un champ de possibles assez important. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment essayer de développer une filière où on arrive à répondre à plusieurs besoins en partant du diagnostic ressources, c'est-à-dire du moment où on vient identifier les matériaux qui ont un fort potentiel de réemploi, en passant par la dépose, la déconstruction, jusqu'à la réinjection de cette matière-là. Donc l'idée, c'est de vraiment savoir gérer tous les aspects de la valorisation Je perds mes mots. Je suis désolé. Tous les aspects. Pardon. C'est de gérer tous les aspects du processus de valorisation. Super. Merci beaucoup, Merci. Eric, pour Merci. cette présentation. Donc, sur le bois, multifacette, multi-enjeux et puis un projet évolutif. Merci beaucoup. Merci. On va arriver à notre dernier témoignage, notre dernier pitch, et j'accueille pour cela Thibault Lamarque, fondateur et président de Castali. Bonjour. Bonjour. Je propose de vous installer ici. On passe du bois au plastique.
comme ça, en un coup de claquement de doigts. Alors vous êtes une entreprise qui a été créée il y a 10 ans, elle est située à Boulogne, sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Vous avez 5 minutes pour présenter votre projet, mais en fait, donc, c'est pour essayer de sortir du plastique à usage unique, c'est ça? Vous essayez de trouver des solutions pour aider à faire ça? On a trouvé des solutions, puisque ça fait 10 ans finalement que notre modèle est éprouvé. Castalli, c'est une centaine de collaborateurs, 3500 machines qui ont permis d'éviter 120 millions de bouteilles depuis le démarrage de l'activité. Et notre métier finalement, c'est de valoriser l'eau du robinet, c'est de donner une eau de qualité qui soit bonne pour nous, les humains, et pour la planète. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On vient microfiltrer l'eau du robinet, on lui retire le chlore, les particules, les éventuels métaux lourds, on va la rafraîchir et on va la servir plate ou pétillante dans des belles gourdes ou des belles bouteilles. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 70% des sociétés du CAC 40, mais on est aussi présent dans des PME, des restaurants de quartier, des restaurants étoilés. Finalement, un peu partout, le point commun de nos clients, c'est qu'ils sont engagés pour, on va dire, une eau de bonne qualité, mais sans impact pour la planète. Il y a la loi AGEC, on en a parlé, qui impose justement une utilisation moindre du plastique. Est-ce que vous avez l'impression que ça va assez loin dans les objectifs? Alors la loi AGEC, c'est 2040. Moi, je pense que, enfin, la fin du plastique à usage unique. Moi, je pense que 2040, c'est bien. On a marqué une date, mais il ne faut pas attendre 2040 pour prendre des bonnes habitudes. Ce n'est pas à l'État de tout faire, c'est aussi à tout le monde de se prendre en main, le citoyen, les institutions, les entreprises. Castalli, on fait notre part. On a, alors, en plus de notre business B2B, les hôtels, les restaurants, les entreprises, on a développé toute une activité pour équiper la rue, puisque aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir remplir sa gourde quand on est dans la rue ou dans un aéroport ou dans une gare. Et aujourd'hui, on a toute une gamme de fontaines publiques qui permettent de remplir une gourde, tout simplement, quand on est dans la rue. Ce qu'on voit, alors on a travaillé avec Haute-Paris, par exemple, pour faire des fontaines pétillantes dans les rues de Paris, on en a fait une vingtaine. Ce qu'on voit, c'est que pour mettre fin au plastique à usage unique, il faut que la solution de l'alternative de substitution, la solution de substitution soit plus cool finalement que la bouteille en plastique. Moi, je pense qu'en 2022, 2021, 2022, la gourde, elle est plus tendance que la bouteille en plastique. Et c'est tout l'enjeu de Castalli et c'est tout l'enjeu de nos fontaines publiques, c'est de ringardiser encore plus et de rentrer là dans l'espace public pour aider la métropole du Grand Paris à diminuer son empreinte carbone. Et on sera ravis d'avoir des élus qui viennent nous voir et qu'on puisse leur présenter nos solutions pour l'espace public. Vous voulez aller plus vite que la loi AGEC, en gros? On veut aller beaucoup plus vite que la loi AGEC parce qu'on le voit à la fois sur l'urgence climatique, mais là, Castalli, c'est le déchet et on voit un petit peu, juste quelques chiffres quand même. Dans les grandes villes, c'est 10% du plastique, de la bouteille, 10% des bouteilles en plastique qui sont recyclées. Il y en a 16 milliards tous les ans en France. Donc oui, il faut aller beaucoup plus vite que la loi AGEC. La loi AGEC, c'est bien, c'est une date. C'est la première fois que dans le monde, il y a un pays qui marque une date de fin au plastique à usage unique. On a beaucoup travaillé avec Brune Poisson et ses équipes qui a porté cette loi. Et c'est une très bonne chose, mais il faut aller plus loin et tous ensemble. Donc ça veut dire que vos perspectives de développement sont assez énormes. On est au début de l'aventure. Je vous le disais tout à l'heure, on est un peu plus d'une centaine de personnes. En Ile-de-France, on a 2 sites, un à Boulogne et un à Issy-les-Moulineaux. Je pense qu'on est au début de l'aventure Castalli. On aura sans doute aussi une aventure internationale. On fabrique nos machines en France et en Italie. Pour la partie filtration, on travaille avec un ESAT à quelques centaines de mètres de nos bureaux d'Issy-les-Moulineaux pour faire de la réinsertion de personnes en situation de handicap mental. On arrive à concilier finalement l'intégralité de la chaîne. Économie circulaire, économie sociale et solidaire, on y est, vous avez fait la boucle. Au maximum. Merci beaucoup, j'ai testé d'ailleurs les fontaines de rue, sûrement les vôtres des autres Paris. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation, merci à vous. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. Merci aux intervenants. Nous arrivons à la fin de cette séquence. Nous espérons que ces initiatives et projets vous donnent envie d'agir et de vous lancer. Alors, le Grand Paris Circulaire se poursuit. Vous pouvez suivre d'ici quelques instants un webinaire sur l'emploi local et la mixité sociale. Bonne conférence et bonne journée.